Bonjour et bienvenue sur Discovery à la chaîne, et notamment sur cette série de l'idée au lancement. La série qui pourrait t'aider à transformer ton idée en produit digital qui cartonne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fondamental mais souvent mal compris, les besoins profonds des utilisateurs et la recherche qualitative. Alors pourquoi c'est important? Parce que l'une des plus grosses erreurs qu'on voit dans la création d'un produit, c'est d'écouter ce que les utilisateurs disent au lieu de comprendre ce dont ils ont vraiment besoin. Je m'explique. Si tu avais demandé aux gens en 1900 comment améliorer leurs moyens de transport, ils t'auraient dit des chevaux plus rapides. Mais personne n'aurait dit une voiture. Et pourtant, c'est ce dont ils avaient vraiment besoin. Henry Ford l'a compris et il a changé l'histoire. Et aujourd'hui, c'est pareil. Quand on interroge les utilisateurs, ils disent souvent ce qu'ils pensent vouloir, pas ce qui va réellement leur apporter de la valeur. Nuance. C'est pour ça que les bonnes entreprises ne se contentent pas d'écouter. Elles creusent, elles observent et elles testent. Dans cette vidéo, on va voir comment mener une vraie recherche utilisateur qui permet d'identifier les vrais besoins cachés. On va voir des erreurs à éviter, les meilleures méthodes pour comprendre son marché et bien sûr, on va appliquer tout ça à JobSnap, notre projet fil rouge. Et toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir un client dire qu'il voulait quelque chose, mais en réalité il avait besoin de toute autre chose? Dis-le moi en commentaire. Et si ce genre de vidéo t'intéresse, pense à liker, à t'abonner. Vous savez, ça vous coûte rien, mais moi ça m'aide beaucoup à faire grandir la chaîne et à gagner en visibilité. Et si tu veux rester au courant, pense à t'abonner et à activer la cloche. Comme ça, dès qu'une vidéo sort, tu recevras une notification. N'oublie pas que chaque épisode t'amène un peu plus près de ton lancement. Prêt à découvrir comment comprendre vraiment les utilisateurs? Vas-y, c'est parti. Pourquoi une bonne recherche utilisateur est indispensable? Ok, maintenant qu'on a posé le décor, attaquons le vif du sujet. Pourquoi faire une recherche utilisateur approfondie? Parce que c'est absolument indispensable si tu veux éviter de construire un produit inutile. Et là, je te vois venir. Ouais, mais moi je connais bien le marché. Eh bien, laisse-moi te dire un truc. Tout le monde pense connaître ses utilisateurs jusqu'à ce qu'ils parlent avec eux. Dans les différentes entreprises où je suis passé, c'était à chaque fois la même chose. Il y avait le métier qui pensait connaître pile poil les besoins utilisateurs tant qu'on met en place des vraies méthodes et des vraies interviews pour comprendre leur utilisation concrète et leur aspiration factuelle. L'illusion du besoin exprimé versus le besoin réel. Le premier piège classique, c'est de prendre au pied de la lettre ce que disent l'utilisateur. Un utilisateur peut te dire « Je veux un bouton pour ajouter plusieurs filtres de recherche sur mon app » et là, tu te lances dans un dev. Tu passes des heures à coder un truc super avancé et au final, personne ne l'utilise. Pourquoi? Parce que le vrai problème, c'est peut-être juste de trouver un job plus vite, pas empiler 15 critères de recherche. C'est exactement ce qui est arrivé à des tonnes de startups. Elles ont ajouté des dizaines de fonctionnalités inutiles en pensant répondre aux demandes des clients, alors qu'en réalité, elles ont juste complexifié l'expérience sans résoudre le vrai problème. Exemple concret, quand Airbnb a démarré, leurs utilisateurs disaient souvent « J'hésite à réserver parce que je ne sais pas si l'hôte est fiable ». Au lieu d'ajouter des tonnes d'informations sur l'hôte, ils ont simplement mis en place un système de revue et de vérification de l'identité. Résultat, les réservations ont explosé. Ils ont traité le vrai problème au lieu d'écouter la solution suggérée par les utilisateurs, se basant d'ailleurs sur des principes psychologiques comme celle de la validation du groupe. Si quelqu'un est validé par un groupe de pairs, ça augmente la confiance qu'on peut faire à ce quelqu'un ou quelque chose. L'effet feature creep. Trop écouter ses utilisateurs peut tuer ton produit. Autre erreur fréquente, c'est ajouter trop de choses parce que les utilisateurs en font la demande. Ça s'appelle du feature creep. C'est ce qui arrive quand un produit commence avec une idée simple et finit par devenir une usine à gaz impossible à utiliser. L'un des meilleurs exemples, c'est Google+. À son lancement, Google voulait concurrencer Facebook et a commencé par ajouter plein de fonctionnalités. Les cercles, le chat, les posts publics, des intégrations multiples. Résultat, un produit tellement complexe que les utilisateurs ne comprenaient pas comment l'utiliser. Pendant que dans ce temps, Facebook, lui, il continue à faire simple et on connaît la suite, Google+ a disparu. Cela étant dit, pour moi aussi, Facebook aujourd'hui est devenu une chimère complètement ingérable. Donc la leçon ici, c'est quoi? Ne pas écouter aveuglément les utilisateurs, mais comprendre leurs besoins profonds. Du coup, comment on fait pour éviter ces pièges? Comment on sait si une demande d'utilisateur répond à un vrai besoin ou c'est juste une préférence personnelle?
Trois questions simples à se poser. Est-ce que c'est un problème récurrent? Un seul utilisateur te dit « j'aimerais bien un dark mode sur l'app », ce n'est pas un vrai besoin. Mais si 50% de tes utilisateurs te demandent « sais-je, une recherche plus rapide », là c'est un vrai problème. D'ailleurs, tu comprendras bien que dans ce cas, le plus de feedback tu as, le plus tu es à même de comprendre si c'est un vrai problème ou pas. Si les gens trouvent des hacks pour utiliser ton produit différemment, c'est un énorme signal. Par exemple, si les utilisateurs copie-collent systématiquement une info d'un endroit à un autre, c'est qu'il y a un besoin d'un raccourci. Est-ce que les gens paieraient pour résoudre ce problème? Parce qu'au final, si ton produit ne fait que répondre à des frustrations mineures, les gens vont s'adapter au lieu de payer pour une solution. Étude de cas des entreprises qui ont su détecter les vrais besoins cachés. Avant de passer aux méthodes concrètes, un petit tour d'horizon des entreprises qui ont su détecter des besoins cachés et en faire une vraie force. Harry Ford et la voiture. Comme je t'ai dit en intro, si Harry Ford avait simplement demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils auraient dit des chevaux plus rapides. Il a compris le vrai besoin, mais qui n'était pas un cheval, mais un moyen de transport plus efficace et plus accessible. Netflix et la transition vers le streaming. Netflix a commencé comme un service de location en DVD par correspondance, mais ils ont observé que leurs utilisateurs attendaient plusieurs jours pour recevoir les films et que ça les agaçait. Alors ils ont anticipé le besoin caché d'un accès instantané au contenu. C'est comme ça qu'ils ont tué Blockbuster et révolutionné l'industrie. Et donc ce qu'on retient ici, c'est que comprendre les vrais besoins, c'est souvent aller au-delà de ce que les utilisateurs disent. Et pour ça, il faut savoir poser les bonnes questions et analyser les comportements réels. Maintenant qu'on a vu que cette recherche est indispensable, on va voir ensemble les meilleures méthodes pour explorer les besoins cachés et surtout comment ne pas tomber dans les pièges des interviews biaisées. C'est ça qu'on va voir dans la prochaine partie. Les différentes méthodes de recherche qualitative. Ok, maintenant qu'on sait pourquoi il est crucial d'aller chercher les vrais besoins des utilisateurs, la question est comment on fait concrètement? Quelles sont les meilleures méthodes pour comprendre ce qui se passe dans leur tête au-delà de ce qu'ils disent? On va voir trois approches efficaces: les interviews utilisateurs, l'observation terrain et l'analyse des données textuelles. Et spoiler, si tu fais que la première, tu passes peut-être à côté d'infos essentielles. Première méthode, les interviews utilisateurs. C'est la plus courante et la plus directe. Tu vas parler à des potentiels utilisateurs, tu leur poses des questions et tu essaies de creuser pour comprendre leurs frustrations et leurs attentes réelles. Mais attention, poser des mauvaises questions, c'est pire que ne pas faire d'interview du tout. Parce que si tes questions sont biaisées, tu risques de partir d'une fausse piste et de construire un produit qui ne répond pas au bon problème. Exemple classique, tu bosses sur une app de recherche d'emploi et tu demandes à un utilisateur: tu aimerais une fonctionnalité qui t'envoie des offres d'emploi personnalisées tous les jours? Il va sûrement te dire oui, mais est-ce qu'il l'utiliserait vraiment? Au lieu de poser des questions qui guident l'utilisateur vers une réponse que tu veux entendre, il faut les laisser raconter leur expérience réelle. Une bonne approche, c'est d'utiliser les 5 pourquoi. Tu prends une réponse et tu creuses 5 fois de suite pour atteindre la vraie cause du problème. Par ailleurs, on pourrait rapprocher ça du diagramme d'Ishikawa ou Root Cause Analysis. Mais ça, on le verra peut-être sur une autre vidéo. Exemple avec un utilisateur de Snapchat. Pourquoi tu galères à trouver un job temporaire? Parce que les offres ne correspondent pas toujours à mon profil. Et pourquoi elles ne correspondent pas? Parce que je dois remplir un formulaire hyper long et je zappe certaines infos. Et pourquoi tu ne remplis pas toutes ces infos? Parce que j'ai la flamme et que ça prend trop de temps. Et pourquoi ça prend trop de temps? Parce que je dois recommencer à zéro à chaque fois. Donc si ton profil était enregistré et réutilisable, ça serait plus simple? Oui, clairement. Eh oui, là on tient un vrai insight. Le problème, ce n'est pas que les offres ne sont pas adaptées, c'est que l'utilisateur abandonne son inscription parce qu'elle est trop longue. Et ça, c'est un truc qu'il n'aurait jamais dit spontanément. Donc, l'interview utilisateur, c'est pas juste poser des questions, c'est écouter activement, peser et rechercher le vrai problème. La deuxième approche est souvent sous-estimée, l'observation terrain. Nombre de fois où j'ai dû m'immerger dans l'entreprise et dans son métier, je suis allé voir directement les utilisateurs, soit-elles des utilisateurs internes à l'entreprise ou des utilisateurs externes. Par exemple, en créant une sorte de pool utilisateur qui répondrait à des questions en échange d'un service gratuit ou un mois d'abonnement gratuit. Prendons un exemple. McDonald's a voulu améliorer ses ventes en milkshake. Ils ont demandé à leurs clients comment les rendre meilleurs
Résultat, les gens ont répondu ajouter plus de goût, plus de variété. Mais quand ils ont observé les clients en magasin, ils ont découvert que la majorité des milkshakes étaient achetés le matin par des gens qui faisaient un long trajet en voiture. Ces clients voulaient quelque chose de consistant, facile à boire en conduisant. La vraie solution, c'était pas d'ajouter plus de goût, mais de rendre le milkshake plus épais. Et ça, ils l'ont découvert en observant et pas en posant des questions. Ce genre de méthode marche aussi en digital. Tu peux faire des shadowing sessions où tu regardes comment les gens utilisent l'app en direct. Notamment, ça veut dire simplement te mettre derrière leur épaule et observer. Où est-ce qu'ils bloquent? Où ils hésitent? Où est-ce qu'ils abandonnent? Parce qu'un utilisateur peut te dire « Ouais, cette fonctionnalité est top ». Mais si tu vois qu'il ne l'utilise jamais, tu as ta réponse. Troisième méthode, analyser ce que les utilisateurs disent quand ils ne savent pas que tu les écoutes. Alors, pas la peine de faire de l'espionnage industriel, parce que parfois, les meilleurs insights viennent des endroits où les gens s'expriment naturellement. Par exemple, si tu veux comprendre ce qui énerve vraiment les travailleurs temporaires, va sur des forums spécialisés, les groupes Facebook, Reddit. Tu verras qu'il y a des dizaines de messages du genre « J'en ai marre des plateformes d'intérim qui mettent 10 jours à te payer » ou « Pourquoi on doit encore imprimer des contrats en 2024 ?» Un autre super outil, c'est l'analyse des avis clients sur des produits concurrents. Si une app comme JobSnap existait déjà, on irait voir sur Trustpilot ou sur l'Apple Store des commentaires les plus négatifs et les plus positifs. Et c'est une mine d'or pour identifier les forces et les faiblesses d'un concept existant. Un exemple, imaginons que 80% des avis négatifs d'une app d'intérim disent « c'est trop long de s'inscrire ». Ça devient une priorité absolue pour JobSnap de rendre l'inscription ultra rapide. Donc, ce qu'on retient ici, c'est que les interviews utilisateurs ne suffisent pas à elles toutes seules. Pour vraiment comprendre son marché, il faut croiser plusieurs sources. Parler aux utilisateurs, mais sans poser des questions biaisées. Observer et voir ce qu'ils font vraiment. Analyser ce qu'ils disent spontanément, sans filtre. Si tu fais ces trois choses, tu auras une vision ultra claire de ceux qui veulent vraiment tes utilisateurs. Maintenant qu'on a des insights, la question c'est comment on les applique concrètement à JobSnap. Comment comprendre les besoins cachés, application à JobSnap. Ok, maintenant on a vu comment creuser les vrais besoins des utilisateurs et on va appliquer tout ça à JobSnap, notre projet fil rouge. On doit s'assurer qu'on comprend vraiment les attentes des deux types d'utilisateurs. Les employeurs qui recrutent en urgence et les travailleurs temporaires qui cherchent des missions rapides. Quel biais éviter lorsqu'on interroge des travailleurs et des employeurs? Quand on fait des interviews ou qu'on analyse les besoins d'un marché, il y a un truc super dangereux, les biais cognitifs. Et si on ne les détecte pas, on risque de construire un produit qui répond à un faux problème. D'ailleurs, je pense que dans une autre série où j'aborderai des thèmes plus sur la psychologie dans le marketing, je parlerai forcément de biais cognitifs. Un exemple typique, c'est le biais cognitif de désidérabilité sociale. Imagine, tu demandes à ton employeur, est-ce que vous embaucherez un étudiant sans expérience pour un job en urgence? Il va peut-être te dire oui, bien sûr, je donne sa chance à tout le monde. Alors qu'en vrai, il préfère quelqu'un avec de l'expérience et ne prendra jamais un étudiant inconnu. Même chose côté travailleur. Si tu demandes, tu serais prêt à remplir un profil détaillé avec ton CV et tes expériences avant d'accéder aux offres? Beaucoup vont te répondre oui, bien sûr, mais dès qu'ils vont voir un formulaire trop long, ils vont abandonner en plein milieu. Donc, au lieu de poser des questions où les gens te disent ce qu'ils pensent que tu veux entendre, faut observer comment ils agissent vraiment. Par exemple, pour tester la patience des travailleurs sur l'inscription, on peut faire 2 versions du processus. Un avec 10 étapes, CV, diplôme, compétences, expérience, et un autre avec juste nom, email, poste recherché. Si tout le monde quitte ta première version et que 90% des gens terminent la deuxième, on a notre réponse. Donc la première chose à faire pour JobSnap, c'est ne pas se fier uniquement aux réponses utilisateurs, mais tester ce qu'ils font réellement. Maintenant, concrètement, comment on valide que notre produit répond à des vrais besoins? Il y a plusieurs méthodes et on va en appliquer 3 super efficaces. Créer un prototype simple et observer les réactions. Avant de développer quoi que ce soit, on peut créer une maquette interactive avec Figma et la faire tester à des employeurs et à des travailleurs. On verra ça plus en profondeur dans des vidéos successives. Combien d'entre eux vont jusqu'au bout du parcours? Est-ce qu'ils hésitent ou carrément abandonnent? Est-ce qu'ils comprennent tout de suite comment ça marche ou est-ce qu'ils se posent des questions? Si les testeurs demandent systématiquement « je fais quoi ici ?» c'est que l'interface est mal conçue. Le produit doit être intuitif.
faire un faux test d'offre d'emploi. Autre idée, c'est poster une fausse annonce d'emploi temporaire sur un site classique et voir combien de candidats postulent. Ok, c'est peut-être pas très éthique, mais au moins c'est un test en grandeur nature. Recueillir des frustrations en direct. On peut aussi s'inscrire nous-mêmes sur des plateformes existantes et prendre des notes sur tout ce qui est chiant. Est-ce que l'inscription est trop longue? Est-ce que les annonces sont claires? Est-ce que les paiements sont rapides? Ou est-ce qu'on galère? Parce que vivre l'expérience en tant qu'utilisateur, c'est souvent là qu'on se rend compte des vrais problèmes. D'ailleurs, tout ça peut se résumer avec l'acronyme BIFU, Be Your First User. Interpréter les résultats et ajuster les concepts. Ok, imaginons qu'on a fait nos interviews, nos tests et qu'on a observé nos utilisateurs. Maintenant, comment on exploite tout ça pour construire JobSnap? On va prioriser les découvertes importantes en se posant 3 questions. Ce problème est-il fréquent? Si seulement 2 personnes sur 100 nous disent « je veux absolument voir une carte interactive des jobs autour de moi », c'est que ça n'est pas une priorité. Mais si 80% des utilisateurs nous disent « je veux être notifié dès qu'un job correspond à mon profil », alors là, c'est crucial. Est-ce que ce problème bloque l'adoption du produit? Si l'inscription est trop longue et que 50% des gens quittent en cours de route, ça veut dire qu'on perd un utilisateur sur 2 avant même qu'il ait testé l'application. Faut donc corriger ça en priorité. Ce problème est-il facile ou coûteux à résoudre? Certaines fonctionnalités prennent des mois à être développées. D'autres peuvent être réglées en quelques jours. Si on peut faire un changement simple avec un impact énorme, on commence par là. On appelle ça un quick win. Et on verra dans les méthodes de priorisation comment évaluer justement ce ratio entre valeur ajoutée et complexité technique. Donc maintenant, on a une approche claire pour comprendre les vrais besoins des utilisateurs pour JobSnap. Éviter les biais en testant ce que les gens font et non pas seulement ce qu'ils disent. Utiliser des prototypes et des tests réels pour mesurer les réactions. Prioriser les retours les plus impactants pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. Et avec ça, on a une base solide pour s'assurer que JobSnap réponde vraiment à des attentes utilisateurs. Mais maintenant, il reste une question essentielle. Comment on traduit tous ces insights en une décision concrète pour le produit? Parce que savoir ce que veulent les utilisateurs, c'est bien, mais il faut transformer ces fonctionnalités précises en une roadmap claire et c'est exactement ça qu'on va faire dans les prochaines vidéos. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo et maintenant, tu sais pourquoi comprendre les besoins réels des utilisateurs est indispensable, avant même, bien sûr, d'écrire une seule ligne de code. Si tu construis ton produit en te basant uniquement sur ce que tu crois savoir ou pire, sur des suppositions, tu prends un risque énorme. On a vu ensemble que les utilisateurs ne savent pas toujours formuler leurs vrais besoins et c'est ton rôle d'aller au-delà des réponses évidentes. Les meilleures méthodes pour capter ces besoins passent par les interviews, l'observation terrain et les analyses des feedbacks spontanés. Le plus important, c'est de tester les conditions réelles parce qu'une chose est sûre, les utilisateurs disent une chose mais font souvent l'inverse. Et maintenant qu'on sait exactement ce que nos utilisateurs attendent, il est temps de passer à l'étape suivante, comment structurer ces besoins en une liste claire et exploitable pour construire un produit. C'est ce qu'on va voir dans une des prochaines vidéos, mais d'abord on va parler de OKR et KPI, comment définir et suivre des bonnes métriques pour notre produit. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite donc à liker et me donner ton feedback en commentaire. C'est totalement gratuit pour toi, mais moi ça m'aide énormément à développer la chaîne. Et si la suite t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et activer la cloche. Comme ça, tu seras mis au courant de toutes les prochaines sorties. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, as-tu déjà mené des recherches utilisateurs? Quelle a été la plus grosse découverte? J'ai hâte de lire ton expérience. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour passer de l'analyse au concret. En attendant, je te dis à bientôt sur Discovery à la chaîne. Ciao!